Bienvenue sur le nouveau podcast Agoyamam. Agoyamam est un site de partage d'énergie positive pour booster notre mental. Tout se passe sur la plateforme agoyamam.com, mais vous pouvez également suivre le compte Instagram Agoyamam pour suivre les dernières actualités du site. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir pour le premier podcast d'Agoyamam Thibaut Loué. J'ai fait la connaissance de Thibaut il y a maintenant 2 ans, alors qu'il préparait sa première course, la Diagonale des Fous sur l'île de la Réunion. Il va nous partager aujourd'hui sa préparation physique, mais aussi mentale. Salut Thibaut. Salut Marion. Alors Thibaut, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi, nous livrer quelques détails sur qui tu es et ce que tu fais dans la vie ? Tout à fait. Je m'appelle Thibaut Loué, comme tu l'as si bien dit, et j'ai 27 ans et j'habite à Paris. Et entre autres, dans la vie, je fais des courses, des ultra-trails, ça s'appelle. Donc, ce sont des courses qui font plus de 100 km. Et depuis peu, je me suis mis à filmer mes courses en caméra embarquée et je les publie sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc si vous voulez retrouver, j'ai mis que 2 vidéos malheureusement parce que j'avais prévu d'en faire plus. Et le confinement m'a bloqué dans mon élan. Mais si vous voulez retrouver ces vidéos, tapez Thibaut Loué dans la barre de recherche YouTube, vous allez tomber dessus tout de suite. Super. Je vous invite à aller découvrir la chaîne de Thibaut et découvrir sa vidéo sur sa 2e Diagonale des Fous. Alors aujourd'hui, comme tu sais, on va s'intéresser de près à toute ta préparation mentale, mais aussi physique. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette course, la Diagonale des Fous ? Tout à fait. Alors la Diagonale des Fous, c'est un ultra-trail de 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif et négatif environ, qui se déroule à La Réunion, sur l'île de La Réunion. Et en fait, ça consiste à traverser l'île en diagonale. C'est pour ça que ça s'appelle la Diagonale des Fous. Et c'est considéré, ça a été élu même la course la plus mythique au monde par toute la communauté des trailers. Et c'est vraiment considéré comme la course la plus difficile au monde pour tout l'environnement qui gravite autour, enfin tous les éléments qui gravitent autour de la course. Le terrain qui est vraiment très peu praticable la plupart du temps. Les variations de température où ça passe de moins 5 degrés la nuit à 35 degrés la journée en plein soleil. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font que la course est très très difficile et qui en font la course la plus dure au monde. Ouais. Et de toutes les courses que tu as faites jusqu'à maintenant, tu comprends pourquoi cette course est considérée comme la plus difficile au monde ? Mais en fait, moi, on va dire que j'ai un peu brûlé les étapes. J'ai pas été par palier, c'est-à-dire que j'ai commencé l'ultra trail pour faire cette course. Enfin, j'ai commencé le trail pour faire cette course. Vraiment, j'avais couru un 10 km, un 20 km, un marathon, et après ça, je me suis dit bon, c'est bon, j'ai fait le tour, j'arrête. Et je suis vraiment tombé sur YouTube par hasard sur cette course, et ça m'a vraiment donné envie de la faire parce que je la trouvais magnifique. C'est super joli La Réunion. Je la trouvais magnifique. Le côté mythique du truc, c'était vraiment cool. Et c'est surtout, je sais pas, je pense que j'étais à une période de ma vie où j'avais besoin d'un espèce de challenge qui dépasse un peu le sport et où je me suis dit, est-ce que je suis capable de me donner les moyens de faire un truc qui est impossible sur le papier parce que je n'étais pas du tout un coureur à la base. Est-ce que j'ai vraiment les ressources mentales et la capacité à aller chercher un truc qui est pas possible sur le papier. C'était vraiment ça la démarche initiale, ouais. En fait, j'ai pas fait tant de courses que ça, donc j'en ai fait après. Mais oui, en effet, c'est le jour et la nuit. Il y a pas plus dur que cette course, je pense. Alors après, il existe évidemment des courses qui sont non officielles et qui sont encore plus un peu plus tarées que ça. Il y a une course, je crois, où tu dois faire 300 km dans un tunnel. Donc, tu vois, c'est le genre de courses qui sont un peu mentales. Il y a la fameuse Barkley aux États-Unis qui est pas considérée comme une course officielle, mais qui est une course où 15 personnes seulement ont fini en 30 ans, donc qui est considérée comme la limite entre le possible et l'impossible. Donc celle-là, c'est sûr que c'est encore autre chose, mais dans les courses officielles et qui comptent dans les points, c'est vraiment la Diagonale des Fous la plus compliquée. Et alors, il s'est passé combien de temps entre le moment où tu as découvert l'existence de cette course et le moment où tu t'es décidé à y aller, à la faire, cette course ? Ça te laissait combien de temps de préparation ? Alors, mon premier marathon, c'était en 2017. C'était au mois d'avril 2017. Et je crois que le soir même du marathon, je me jure que j'arrête de courir parce que j'ai plus de jambes. J'avais eu des crampes, c'était horrible. Hein. C'était vraiment super dur. Et je crois que je tombe sur la vidéo une semaine après. Et je remercie d'ailleurs YouTube et son algorithme qui m'a délicatement poussé la vidéo. Et c'est ça, en fait c'est ça le déclencheur, c'est YouTube, vraiment. Si on dit la vérité. Et je crois que c'était une semaine après, ouais, où je tombe sur la vidéo par hasard.
Et je vois une personne en fait qui avait à peu près mon âge qui était en train de la faire, donc je me suis dit mais en fait si lui peut le faire, moi aussi je peux le faire, il n'y a pas de raison quoi. Et en fait bon bah l'édition la plus proche à laquelle je pouvais participer, c'était celle de octobre 2018, donc un an et demi après. Pourquoi? Parce que celle de 2017, ben, les inscriptions étaient déjà fermées. Et en plus, pour participer à cette course, il faut faire des points, donc il faut valider 2 courses qui ouvrent 85 points diagonale des fous. Ça veut dire qu'il faut faire environ 2 fois 80 km pour être éligible au tirage au sort. Ah, donc tout le monde ne peut pas s'inscrire à la Diagonale des Fous. Enfin, je veux dire, c'est pas une façon ouverte comme le marathon de Paris, par exemple. Non, 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 pas du tout. Pour s'inscrire à la diagonale des fous, voilà, il faut faire 2 courses qui ouvrent 85 points, où 1 km égale 1 point et 100 mètres de dénivelé positif égale 1 point. En plus, il y a un tirage au sort parce qu'elle est très convoitée cette course. Et donc les places sont restreintes parce qu'on ne peut pas mettre beaucoup de monde sur les sentiers. Donc il y a environ 2500 personnes qui s'élancent sur les sentiers chaque année, uniquement sur la grande course, parce qu'il y a 3 formats. Il y a la grande course, celle que j'ai faite, et il y a 2 courses qui sont un peu plus petites, une de 110 km et une de 70 km, si je ne me trompe pas. Non, 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 on peut pas s'inscrire comme ça sur un coup de tête, et ça serait dangereux même d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment une course qui est extrême, donc évidemment il faut prouver en fait via les points qu'on est capable de le faire. Ouais, bien sûr, je comprends. Et les un an et demi de préparation, pour toi, c'était suffisant ou est-ce que tu aurais aimé avoir un peu plus de temps? Ouais, surtout que c'est même pas un an et demi parce que en avril, je me dis ouais, ça peut être sympa de faire cette course, pardon. Et en fait, l'envie, elle retombe très très vite. Pourquoi? Parce que bah il y a il y a un espèce d'effet post-course où on a tout de suite envie de remonter à cheval et de se relancer quelque part. Enfin, quand je dis post-course, c'est une semaine après, on va dire, ou 3 jours après. Et, euh, et si on ne va pas le faire tant qu'il est chaud, entre guillemets, on a tendance à perdre un peu cette envie d'aller conquérir des courses un peu plus grosses. Parce que je pense qu'on perd en capacité physique aussi, on perd en muscle, on perd en endurance. Donc en fait, je pense que le cerveau suit aussi et franchement, on a moins. Enfin voilà. Donc en gros, j'ai eu, on va dire, peut-être 7 8 mois avant de me reposer la question. En fait, le vrai déclencheur, il est en décembre d'après, donc c'est-à-dire 7 mois après, où je me dis, bon, bah, vas-y, cette année, je vais m'inscrire à mon premier trail, qui était l'Eco-Trail de Paris en 2018, en mars 2018. Et donc là, je l'ai préparé en 3 mois. Et pendant la préparation de l'Eco-Trail, je voyais que j'étais plutôt à l'aise dans les longues distances. Et je me suis dit, bon, allez, c'est cette année que je dois faire la Diagonale des Fous, donc ça devient un objectif. Donc si on se dit la vérité, il y a 9 mois de préparation, en vrai. Je pars de zéro, j'ai jamais fait un trail dans ma vie. Si ça se trouve, je vais complètement me planter à l'Eco-Trail de Paris et je vais me ridiculiser. Et j'ai déjà mon billet d'avion pour la Réunion, pour la course la plus dure du monde. Donc c'est complètement inconscient. Si c'était à refaire, je suis pas sûr que je le referais en fait. Et je pense que c'est même se mettre un peu en danger et c'est un peu extrême de faire ça. Donc heureusement c'est passé, enfin, on m'a souvent, enfin même sur le parcours, on m'a posé la question, mais t'as commencé quand? Et quand je disais, mais il y a même pas un an, les gens me regardaient avec des grands yeux en disant, mais t'es fou, tu vas te faire mal quoi. Bah ouais, mais bon, c'était quelque chose. Enfin, en fait, je crois que j'avais besoin de ça en fait. J'avais vraiment besoin d'aller me prouver ça et j'avais besoin de le faire très vite quoi. Tu vois, le marathon, pour moi, cet objectif, c'est arrivé dans ma vie après un choc émotionnel et j'ai eu l'impression, et j'ai souvent l'impression que ces challenges sportifs commencent souvent suite à un déclic. Est-ce que pour toi, c'était aussi le cas? Et surtout, après le marathon que tu avais déjà fini, pourquoi as-tu eu envie de recommencer avec ce nouveau challenge qui était encore plus difficile? Ouais, 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 tout à fait. Après le marathon, enfin, en fait, pour moi, le marathon, je voyais ça comme une fin en soi. Tant que t'as pas fait un marathon, tu sacralises vachement en fait cette distance qui est un peu la distance reine. Et puis ça paraît, enfin, pour un coureur lambda, ça paraît, c'est une grosse distance, 42 km si on se dit les choses. Donc ouais, ouais, en effet, même avant le marathon, je me suis dit, bah, j'arrêterai après parce que déjà, j'avais même pas forcément la connaissance qu'il y avait des courses plus longues que ça. Que j'avais pas du tout cette culture-là. Donc une fois que j'ai fait le marathon, je me suis dit, bon, bah, ça y est, je l'ai fait, c'est réglé, quoi. Mais c'est vraiment, ça, c'était vraiment à chaud et à froid, avec du recul. Je me suis dit, bon, en fait, je me rends compte que je me suis pas. C'est dur un marathon. Je l'ai préparé, j'ai fait une vraie préparation. En plus, j'avais une gastro la semaine du marathon, donc ça avait vraiment complexifié un peu la course. Mais je me suis dit, bon, c'était quand même pas non plus une grosse prépa où j'en ai chié tous les jours. Non, j'avais besoin d'aller chercher un truc vraiment dur, dur, dur sur le papier pour. Mais ça dépassait la cour. J'avais besoin de me prouver des choses, je pense, en fait. J'avais besoin de me prouver que tout était possible à force de travail, quoi. Et c'était pas pour la course, c'était de manière générale.
Et ton entourage, il a accueilli comment cette idée? Il n'a pas eu peur pour toi? Ah bah si, si, évidemment, la famille se pose des questions. Comment tu deviens, enfin comment en quelques années tu deviens une personne qui fait beaucoup la fête à se lancer sur la course la plus dure du monde sans vraiment trop de préparation, quoi. Donc bah évidemment, la première fois que tu annonces le truc, ils te regardent tous avec des grands yeux en disant oui, oui, d'accord, tu vas faire ça, mais sans y croire en fait. Et puis en voyant que je m'y mettais vraiment, bon, ils se sont un peu inquiétés. Mais en fait, les personnes qui me connaissaient, vraiment, bah, mes parents et mes amis, ma copine, vraiment, enfin, ils doutaient pas de moi. Ils savaient enfin, ils me connaissent et ils savaient que j'avais le mental pour le faire. Après, c'était surtout physiquement où ils avaient un peu peur, quoi. Une diagonale des fous, pour un débutant, c'est entre 2 et 3 jours de course, sans trop dormir. Donc bon, ça les inquiétait vraiment là-dessus, sur ce plan-là, quoi. Et cette course, tu l'as fait tout seul ou tu as essayé de motiver des amis, des proches pour venir la faire avec toi? Non, non, pas du tout. Ouais, je l'ai faite seule cette course. J'avais pas du tout. C'était pas une démarche de. J'avais pas besoin d'être rassuré par quelqu'un d'autre. C'était vraiment une démarche où j'étais convaincu de moi en fait. J'avais Ok. vraiment envie d'y aller seul et c'était. En fait, c'était tellement personnel que j'ai pas eu besoin de demander à quelqu'un de venir avec moi. C'était vraiment moi. Ouais, je comprends. C'était vraiment ton projet. Et alors, comment tu as réussi à intégrer en 9 mois cette préparation dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu as mis en place comme nouvelle pratique, comme nouvelle routine? Ouais, ça a été c'est un peu le point noir de tout ça, d'un beau projet comme ça, c'est tout ce que ça va bouleverser. Et ça va bouleverser beaucoup de choses. Ça bouleverse évidemment la routine. Il faut s'entraîner, on va dire, 5 fois par semaine environ. Donc courir, faire du renforcement musculaire ou du vélo. Donc il faut aménager ces plages horaires dans l'emploi du temps. Alors en plus, je travaillais en agence de pub à ce moment-là et dans les agences de pub, bon, on a tendance à pas mal bosser, et surtout tard le soir généralement. Donc ouais, ça m'arrivait de sortir le soir du boulot à 21h ou 22h et d'aller courir après. Donc c'est vrai que c'est pas idéal. Mais ça bouleverse pas mal de choses. L'entraînement, l'alimentation aussi. Il faut changer son alimentation, il faut faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit aussi. Donc on commence à faire attention à ça aussi. Après, moi, j'ai jamais été, enfin, j'ai fait attention à ce que je mangeais, mais j'ai jamais été ayatollah dans le sens où j'ai pas bouleversé drastiquement tout ce que je faisais. Et il faut pas le faire justement. Parce qu'il faut continuer à se faire plaisir, il faut juste faire un petit peu plus attention. Faut faire moins d'excès, on va dire. Bon, franchement, pour résumer, moins de gras, moins de sucre, plus de protéines et moins d'alcool. Voilà. Ouais. Pour résumer, mais en gros, c'était, bon, bah, au lieu de prendre une bière après le boulot tous les soirs, on va réduire un peu et on va y aller 2, 3 fois. Et puis la fois d'après, on prendra un Perrier. On évite les desserts, on évite de temps en temps. Voilà, on fait vraiment juste attention aux excès. On se prive pas. Moi, je pense que la première année, donc la première diagonale, j'avais tellement peur et j'avais tellement envie d'y aller que je me suis bridé mentalement et ça a été un peu nocif. D'une part parce que finalement, on se renferme un peu socialement aussi. En restant dans un projet comme ça, c'était presque devenu une obsession. Je m'endormais avec ça en tête et ça devenait la chose dont j'avais le plus envie au monde, quoi. Donc, de réussir à concrétiser ça. Donc finalement, en fait, on a tendance, et je m'en rendais compte, hein, je me voyais, hein, des fois, je faisais un petit dézoom sur moi-même et je me voyais en fait partir un peu à la dérive sur ce que je faisais, tu vois. Donc, enfin, je me voyais en fait me priver, je me voyais me renfermer dans ce projet et c'était pas bien avec du recul. Et même sur les entraînements, j'avais tellement peur de me blesser que je me blessais, par exemple. Et ça, c'était conditionné par ma tête, en fait. C'était pas l'excès, je sortais en me disant, ah, j'ai peur qu'à ce pas-là, j'ai peur de me faire mal en faisant ce pas-là, quoi. Et je me le disais en temps réel. Et plein de fois, je me suis fait mal. Enfin, c'est l'année où je me suis le plus blessé, d'ailleurs. Et je pense que ça a été, d'une part, parce que j'ai drastiquement augmenté le volume d'entraînement, mais aussi parce que ma tête, elle était obsédée par ça, quoi. C'est là où la préparation mentale, finalement, elle est aussi importante que la préparation physique. Complètement. Ouais, la préparation mentale. En fait, la préparation mentale, c'est plein de choses. C'est préparer le jour J, mais c'est préparer tous les jours d'entraînement. Enfin, c'est aussi c'est au jour le jour pendant les entraînements. C'est réussir à prendre du recul, à ne pas stresser, à se détacher aussi de ça. Enfin, c'est plein de choses, la préparation mentale. Après, je suis pas du tout un expert et je donnerai jamais de leçons là-dessus. Enfin, sauf si un jour j'ai des diplômes et que je suis habilité à le faire, mais moi, j'ai suivi les conseils de personnes pour la préparation mentale. C'était hyper personnel.
c'était m'auto-gérer en fait, tout simplement. C'était bon, bah, le jour J pendant la course, tu seras prêt, tu seras en béton armé et quoi qu'il arrive, tu iras au bout. Et avant la course, tu vas t'imposer une rigueur d'entraînement et ne pas déroger à ça, même si t'as pas envie d'y aller, quoi. En gros, c'était ça ma préparation mentale. Il y a forcément des moments où tu en as eu marre, où où tu n'avais pas envie d'aller courir, où tu as eu la flemme. Comment tu parvenais à chasser ces petits parasites dans ta tête? Mais c'est clair, il y a plein de moments où, surtout, beaucoup, beaucoup de moments où on n'a pas envie d'y aller parce que, bah, en fait, bon, j'ai jamais été vraiment un coureur, donc j'ai jamais couru par passion, hein. Je me suis toujours un peu forcé à y aller parce qu'il fallait que je m'entretienne et que quand on a un objectif, c'est toujours plus facile. Mais il y a plein de moments bah, où il pleut, où il neige, où il fait froid, où il gèle, où il fait très chaud. En fait, il y a plein de moments où t'as pas envie, quoi. Et il faut y aller parce que ben, le volume d'entraînement, c'est pas un truc sur lequel on peut tricher. Si t'as pas fait assez de volume, tu seras pas prêt le jour de la course. Mais bah, il faut se forcer, en fait, tout simplement. Après, je me rappelle une campagne de pub, je me rappelle plus qui l'avait fait, je crois que c'était Kalenji, qui était très juste, qui disait la distance la plus compliquée, c'était le premier mètre. Et en fait, c'est réussir à se lever de son canapé et mettre ses chaussures. Et une fois que t'es habillé, ben, t'y vas et puis tu penses à autre chose. Mais oui, oui, il y a plein de moments où j'avais pas envie, vraiment. Mais il y avait un autre truc aussi, c'est que je me suis tellement blessé cette année-là qu'il y a plein de moments où je pouvais pas. Et là, on rentrait dans un autre schéma de mental, en fait. C'était la frustration de ne pas pouvoir s'entraîner et la peur aussi. J'avais peur de ne pas être prêt, du coup. En fait, je pouvais tellement pas m'entraîner que j'avais très, très peur. C'est ça que je trouve qui est vraiment difficile dans la préparation mentale. C'est-à-dire de trouver le bon équilibre avec soi-même entre le devoir de se reposer, de reposer son corps afin de ne pas aller trop loin dans l'exercice et de risquer de se blesser, et la flemme, l'inertie, parce que parfois on n'a juste pas envie d'aller se préparer. Ah ouais, ouais, tout à fait. Ouais, 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 carrément, t'as tout à fait raison. Et c'est surtout que à forcer, enfin, en voulant forcer un peu le naturel je suis blessé, enfin, ce que j'ai fait, hein, je me suis dit, bon, bah, ça va passer, bah, tu te fais encore plus mal et puis tu rallonges ton temps de non-entraînement, quoi. Et après ces blessures, Thibaut, j'imagine que parfois, que ça vienne de toi ou de ton entourage, tu avais une petite voix qui te disait que cette course, elle était peut-être finalement pas faite pour toi. Et est-ce que tu as eu des doutes au cours de ta préparation qui ont remis ton challenge en question? Ouais, 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 en permanence pendant près de 9 mois, en fait, je me suis dit ça. Je me suis dit, mais en fait, je vois trop gros, enfin, c'est pas pour moi, quoi. Donc, je me voyais, je me blessais sur des distances qui étaient plus courtes. Mais après, les blessures, elles viennent sur un ensemble de choses, sur le surentraînement, sur pas respecter les temps de repos, sur la peur, sur plein de choses, en fait, que j'ignorais et que j'ai apprises en pratiquant. Mais jusqu'à la veille de course, jusqu'au matin de la course, je me suis dit, mais j'ai rien à foutre là, c'est pas pour moi, c'est trop gros. Et même dans le sas de départ, je parlais avec des coureurs qui étaient. La moyenne d'âge sur un ultra comme ça, c'est 45 ans. Enfin, c'est entre 40 et 45 ans. Donc j'étais un des plus jeunes de la course, parce que j'avais 25 ans à ce moment-là. Euh, et en fait, on me disait, mais pourquoi tu fais ça maintenant? Enfin, on me disait vraiment ça. On me disait, mais tu devrais pas faire ça maintenant, t'es jeune, prends le temps, vous les jeunes, vous êtes pressés. Enfin, tu vois, mais on se dit ça à 10 minutes du départ, tu vois. Ça me mettait encore plus la niaque, tu vois. Je me dis, mais bah, tu vas voir, on va se retrouver sur la ligne d'arrivée si tu y arrives, parce que moi, je vais y aller. Enfin, en fait, en permanence, j'ai eu ce syndrome de l'imposteur de putain, mais j'ai rien à foutre là, quoi. Vraiment, j'ai rien à foutre là, c'est pas pour moi. Jusqu'au moment où je franchis la ligne et puis voilà, en fait, c'est. Mais c'est drôle parce que ce que tu dis, parce que dans pas mal enfin, de conversations que j'ai eues avec des gens qui avaient fait cette course, pas mal m'ont dit de faire une liste des raisons pour lesquelles tu te lançais. Et une des raisons, c'était aussi faire taire un peu tous ces a priori, en fait, ces préjugés, ces gens qui te disent non, le fais pas parce que c'est trop gros. En fait, tous ces gens qui te mettent des barrières. En fait, c'est ça. En fait, les barrières qu'on se met nous-mêmes, c'est parce que c'est la convention. Parce que les gens, nous, inconsciemment, on se dit, bah ouais, mais non, il y a des étapes à passer, il faut pas, enfin, que ce soit pour la course ou autre chose, hein. Je pense que les barrières qu'on se met, les choses qu'on s'autorise pas, des conventions et des gens qui restent dans les rangs, quoi. Je pense, c'est à cause de ça. J'ai écouté un podcast il y a 2 jours qui disait justement que les autres
projettent leur peur sur toi. Et finalement, ils viennent mettre des doutes, des craintes dans ta tête auxquelles toi-même, tu n'avais même pas forcément pensé. Et j'aime bien, moi, l'idée quand tu dis ces personnes qui t'ont mis des doutes à 10 minutes du départ, elles t'ont finalement, j'ai l'impression, donné encore plus de niaque et encore plus l'envie de te dépasser et de leur prouver que oui, tu peux y arriver. Je me souviens, lors du marathon de Paris, à un moment, j'étais à deux doigts d'abandonner la course. J'avais mal aux genoux, j'étais fatiguée. Enfin, vraiment, j'étais en lutte avec moi-même. Et j'ai entendu des personnes qui s'occupent du ravitaillement hurler, penser à toutes les personnes qui seraient tellement contentes de ne pas vous voir franchir la ligne d'arrivée. Et je t'avoue que à ce moment-là, j'ai pensé à ces personnes qui seraient contentes de ne pas me voir franchir la ligne d'arrivée. Et j'ai eu une niaque. Mais alors, une envie de me dépasser comme tu n'imagines même pas. Et je t'assure que l'énergie et l'impulsion que je croyais avoir perdue est revenue en l'espace de quelques secondes. Et je pense que finalement, la niaque, c'est aussi penser à ses ennemis. Putain, mais c'est fou ce que tu dis. Quand tu parlais là, je croyais que tu allais dire pense à toutes les personnes qui voudraient que tu termines cette course. Mais en fait, ouais, parce que t'as tout résumé en une phrase, c'est pense à toutes les personnes qui seraient. Mais je crois qu'il n'y a pas plus fort que ça en fait. Il y a tellement de gens qui essaient de te décourager, mais par jalousie aussi un peu, parce que en fait les gens, j'ai remarqué ça, c'est que les gens qui critiquent ou qui essaient de te décourager, c'est une forme de jalousie. C'est une forme de, ils t'envient en fait d'avoir un projet aussi gros auquel tu t'attelles. Et je pense qu'ils essaient de te décourager parce que eux ont pas enfin, ont pas trouvé le leur en fait. Donc ça les embête de voir que toi tu réussis. Ça les embête de voir que toi tu t'es lancé dans quelque chose et que si tu réussis, tu vas devenir enfin tu vas voilà, tu vois, c'est vraiment ce truc-là. Donc en vrai, tu as vraiment résumé et je me rappellerai de cette phrase. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je voulais savoir, quand tu t'es blessée, tu n'as jamais eu peur d'aller justement trop loin dans l'exercice et d'aller d'en venir à te blesser gravement? Non, parce que Sur, c'était pas des blessures. En fait, bon, j'en vois. Ça fait 2 ans que je vais là-bas et 2 ans que je vois des blessures qui sont graves. Il y a des blessures sur lesquelles on peut se permettre de forcer un peu. Il y a des blessures sur lesquelles on se met en danger en le faisant. Surtout que je vais pas rentrer dans les détails de la course, mais il y a des parties qui sont inaccessibles en voiture, dont une qui s'appelle le cirque de Mafat, qui est une partie de 50 km dans le cirque de Mafat, et là c'est inaccessible en voiture. Donc c'est-à-dire que quand on se lance dedans, la seule façon d'en sortir, c'est par ses propres moyens, donc à pied. Donc blessé, c'est vraiment pas un cadeau. Il y a des gens qui mettent 10, 12 heures, 13 heures pour sortir de là. Ou l'hélico, si vraiment on peut pas se déplacer. Donc non, moi les blessures que je me suis faites, la première année, c'était une blessure au genou sur un tendon. Ça m'empêchait pas de marcher, de lever la jambe, de la poser, et je voyais que ça se dégradait pas tant que ça. Parce que j'ai essayé, j'ai forcé un peu, et voilà. Et par contre, ce qui était plus embêtant, c'était les pieds que j'avais mal préparés avant la course. Et ça, c'est une leçon, et je suis content je suis content que ça me soit arrivé, parce que pour les courses suivantes, je sais ce qu'il faut faire maintenant. Et je m'étais mal préparé les pieds, du coup j'ai eu beaucoup d'ampoules, beaucoup de brûlures, et c'était ça c'était ça le pire en fait. C'est que comme ça monte et ça descend tout le temps, dans les descentes, la chaussure elle va taper au fond, et ça, c'était horrible. Et j'ai fait 30 heures de course avec ça, donc en fait c'était ça le plus dur. Et après la course, Thibaut, tu as mis combien de temps, tu penses, à récupérer totalement? Alors du coup, la course elle part le jeudi soir à 22h, et du coup je suis arrivé le dimanche matin à 9h30 si je me trompe pas. Et donc, entre-temps, j'ai dormi 1h30 au total. Donc, entre le jeudi matin où je me suis levé et le dimanche, le dimanche midi où je me suis couché, ouais, j'ai dormi 1h30, donc c'est pas beaucoup. Hein. voilà. Avec 170 km et 10 000 bornes, enfin 10 000 mètres de dénivelé dans les pattes, c'est vrai que ça laisse des traces. Franchement, physiquement, c'est-à-dire les bobos, les pieds, tout, enfin, on va dire les bobos euh, articulaires et tout, on va dire une semaine et demie, une dizaine de jours, donc ça a été assez vite. Les pieds, pour retrouver la sensation totale, 4 mois. Les pieds, les nerfs ont tellement frotté au niveau des orteils que j'ai mis 4 mois à retrouver l'intégralité des sensations. Après, les ampoules et tout, ça passe très vite. Hein. Et la fatigue, on va dire 3 semaines avant de retrouver avant de ne pas tomber à 21h. Ouais, bien sûr, je comprends. Mais alors justement, quand est-ce que tu t'es dit, ok, je vais en faire une deuxième? En fait, l'envie de revenir, elle vient beaucoup plus tard dans l'année. Elle vient quasiment, enfin non pas beaucoup plus tard, elle vient 4-5 mois après. Euh,
pour un ensemble de choses. Déjà, quand on finit la course, il y a toute une période après où on a une dose de confiance en soi qui est vraiment, enfin, j'avais jamais connu ça de ma vie avant. Et du coup, je me suis rendu compte que ça avait suscité, on va dire, presque de l'admiration chez pas mal de gens. Enfin, en fait, on m'a beaucoup posé de questions, on en a beaucoup parlé. Et ça a inspiré beaucoup de gens. Je recevais des messages sur Instagram, sur Facebook, de gens que je connaissais pas, qui me disaient bah ça m'a donné envie de faire ça, ça m'a donné envie de me lancer dans tel ou tel projet qui était pas lié forcément à la course. Et ça, en fait, c'est un truc, enfin, inspirer des gens, finalement, c'est quand même, c'est pas une question d'ego, mais ça fait, en fait, t'es hyper content que ta démarche à toi, qui est super personnelle et à la base qui est pas faite pour briller ou être dans la lumière, en fait, elle déteine sur des gens et que des gens se mettent à faire des projets comme ça. Du coup, en fait, cette sensation-là, elle va s'estomper petit à petit et il y a un espèce de besoin de la recréer. Mais le retour sur la diagonale, il n'est pas lié à ça, il est lié à un changement dans ma vie qui a été, qui a été drastique, enfin, qui a été hyper important en 2019 sur plein de choses, que ce soit le boulot, sur ma vie, sur mes envies, enfin, en fait, j'ai eu une espèce de remise en question globale. Et du coup, j'ai eu du temps à consacrer à des choses très très personnelles. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas y retourner. En vrai, là, j'avais complètement oublié les douleurs et tout ce qui m'est arrivé pour la première fois. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, on y retourne. Et c'est tellement cool là-bas, c'est tellement beau, ça me fera une semaine de vacances. Enfin, ça me fera 2 semaines de vacances avec une course au milieu. Et puis, ça sera super, quoi. Mais ouais, c'était d'autres raisons. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai retenu dans ta deuxième course, c'est le fait que tu as soutenu une association. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Il y avait donc une vraie cause que tu avais envie de défendre. J'ai eu l'impression que c'était même une extension de la deuxième, comme si finalement la première, c'était ton combat avec toi-même, et la deuxième, c'était ton combat pour une association. Ouais, tout à fait. Alors déjà, une autre raison pour laquelle je suis revenu, c'est que j'avais pas filmé la première fois et j'avais vraiment très très envie de montrer aux gens ce que c'était, vraiment, de me filmer et puis ça me ferait un beau souvenir à moi aussi. Donc ça, c'était une des raisons pour laquelle j'avais envie d'y revenir. Pour l'association, ouais, alors tout à fait. En fait, à la base, c'était pas du tout le projet. Je me suis inscrit par la voie classique, tirage au sort, et j'ai pas été tiré au sort. Donc, et suite à ça, j'ai reçu un message de l'organisation qui disait si tu veux, tu as la possibilité de faire pour une association qui s'appelle Imagine for Margot, qui œuvre pour la recherche du cancer des enfants, qui est la principale cause de mortalité chez les enfants. Et puis en fait, en me renseignant, j'ai trouvé ça hyper noble en fait. Et c'est devenu en fait une extension de motivation. Ça n'était pas une au départ, mais c'en est devenu une en découvrant ce projet-là. J'ai fait une collecte de fonds pour l'asso et j'ai rencontré les gens de l'asso. Et puis, ouais, et puis même sur place, du coup, ça te donne une motivation supplémentaire. Quand tu sais que tu cours sous la bannière d'une cause aussi importante, pendant la course, on y pense souvent. J'avais les petits badges de l'asso sur moi, les petits pins. Et puis quand j'avais un petit coup de moins bien et que je les voyais sur mon sac, je me dis bon allez, je peux pas arrêter, il faut y aller quoi. Et Thibaut, est-ce que tu aurais fait ce partenariat la première fois, tu penses, avec le doute de ne pas arriver jusqu'à la fin de la course? Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, non, non. C'est vrai que la première fois, j'étais terrorisé à l'idée de pas terminer, donc je me serais jamais engagé par peur de décevoir. Donc je préférais que ça soit ma déception à moi plutôt qu'avoir une espèce de... Enfin, imagine, tu vois, la première fois, le petit gamin de 25 ans qui arrive prétentieux, qui se dit je vais courir pour vous, et puis mais et encore une fois, en plus je dis ça, mais c'est même pas grave de pas terminer. Il y a tellement de gens qui abandonnent pour des raisons qui sont blessures ou hypothermie, enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut abandonner la diagonale des fous. Donc abandonner, c'est même pas une défaite en soi. Enfin, là-bas, on l'apprend de toute façon. Mais moi, personnellement, je me voyais pas du tout m'engager pour une asso pour ne pas terminer. Donc c'est vrai que la deuxième fois, j'avais cette confiance de la première où je savais dans quoi je m'embarquais et l'expérience en plus. Donc enfin, avant la course, j'avais aucun doute sur le fait de pouvoir terminer la course et de faire beaucoup mieux en temps que la première fois. Aucun. Après, pendant la course, ça évolue un peu. Mais avant, j'avais zéro doute là-dessus. D'ailleurs, est-ce que trop avoir confiance, ce n'est pas finalement négliger une certaine préparation? Est-ce que finalement les doutes peuvent être aussi positifs? Je l'ai fait de façon intelligente dans le sens où cette année-là, j'ai prévu des courses de prépa. Entre le mois de mai et le mois d'octobre, date où a lieu la course, j'ai prévu des courses de prépa de 40, 50 km un peu partout dès que je pouvais, et dont une que j'ai faite au Portugal au mois d'août,
On est parti 2 semaines avec toute une bande de potes au Portugal et moi j'ai vu qu'il y avait un trail qui se faisait dans le sud du Portugal, donc j'ai loué ma voiture, je suis parti tout seul faire cette course de 55 km en pleine nuit et j'ai terminé je crois à 6 heures du matin sans dormir, j'ai repris la voiture et je suis rentré me coucher. Et en fait c'était une course qui était assez proche de la diagonale dans le sens où c'était un tiers, on va dire. C'était 55 km avec 3500, donc c'est vraiment un tiers du profil. J'en ai tellement chié pendant cette course que je me suis dit, ok, donc là je vais me mettre un sérieux coup de collier pour les 2 derniers mois pour pas arriver ridicule là-bas. Donc en fait, ouais, t'as raison, le trop plein de confiance, ouais, il peut jouer des tours en fait, quoi. Ouais, bien sûr. Et ta préparation, du coup, tu disais que ta première avait été presque obsessionnelle. Et finalement, la deuxième, tu l'as ressentie comment avec un peu de recul? La deuxième, toute détente, complètement, je me suis mis aucune pression, donc aucune blessure du coup. Je me suis entraîné plus intelligemment, je me suis entraîné, en vrai, j'ai tellement fait en fonction de mes envies, Après, je sais maintenant ce que ça demande d'aller là-bas et de ce qu'il faut faire et de comment on doit se sentir pour aller là-bas. Maintenant, je sais. Et du poids que je dois faire, etc. Je sais que je dois perdre en général 4 à 5 kilos avant d'y aller, parce que c'est 4 à 5 kilos que j'aurai sur le dos pendant 2 jours dans mon sac. Donc je sais tout ce qu'il faut faire pour réussir. Euh, donc ouais, je me suis entraîné vachement plus intelligemment. Je regardais moins la montre. J'étais vachement plus à l'écoute de mon corps et des sensations. Euh, Enfin voilà, c'était juste plus détendu en fait. Et ça s'est vachement bien passé. Toute la prépa, je l'ai beaucoup moins subi du coup. Puis la course, j'y pensais très peu quoi. Elle est arrivée comme ça en octobre. À un moment, je me suis dit tiens, c'est dans 2 semaines. Et je m'étais pas rendu compte que ça arrivait aussi vite. Alors qu'avant, j'avais une petite croix qui se faisait dans le calendrier, dans ma tête, tous les jours quoi. Ouais, j'imagine. Et par contre, sur la deuxième, t'avais des amis qui t'ont suivi dans l'aventure. Ouais, tout à fait. En fait, ma première diagonale, du coup, elle a un peu déteint sur deux, trois potes qui couraient un peu. Donc, quand ils ont vu ce que ça procurait, puis même l'accomplissement que c'était, ils se sont un peu motivés pour cette année-là. Et donc, ouais, j'étais pas tout seul. J'étais avec 2 amis à moi qui se connaissaient pas. Enfin, c'est 2 amis opposés, en fait. Et puis, bah ouais, c'était cool aussi d'être avec eux. Enfin, après, on n'a pas fait la course ensemble du tout, hein, parce que de toute façon, la diagonale, ça se fait pas à plusieurs, hein, c'est en fonction de son rythme à soi et tous les coups durs qu'on aura pendant la course. Mais ouais, c'était cool aussi de savoir bah, il y avait des gens qu'on connaissait sur le parcours, quoi. C'était une motivation supplémentaire aussi de savoir où l'un était, et voilà. Et par contre, cette année-là, je suis parti tout seul dans le sens où j'avais personne de ma famille qui était là. Donc, je l'ai fait en autonomie totale, sans assistance matérielle ou quoi. Donc, ouais, là, en fait, bah ouais, tant qu'à la refaire, je me suis dit, bon, il faut que je la fasse différemment. Et d'où la caméra embarquée et d'où le fait de partir tout seul aussi. Et puis, c'est surtout pour pas leur faire subir. Quand j'ai vu le stress que ça a été pour eux la première année, d'être là-bas, de m'attendre, de voir que j'ai 2 heures de retard sur tel point, de leur tête, quoi, et la fatigue que ça a généré chez eux, tu vois, je me suis dit, non, 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 c'est fini, on leur épargne ça maintenant, et c'est tes conneries à toi maintenant. Ouais, je comprends. Et alors, cette caméra que tu avais également tout au long de cette course, est-ce que lui parler, finalement te confier et raconter tes épreuves, est-ce que ça t'a apporté un sentiment de réconfort? En fait, je me suis rendu compte que c'était vachement plus sympa de regarder les vidéos sur YouTube qui existaient déjà que de la faire soi-même, dans le sens où c'est vraiment une très très grosse contrainte en plus. Déjà, enfin, faut gérer en fait, il faut penser à sortir la caméra. Rien que ça, c'est sortir de sa course une microseconde et se dire ah tiens, ça serait cool que je filme ça et que je dise ça à ce moment-là, même si c'est spontané. Il faut penser à ça. La caméra, elle est lourde. Elle est dans le sac au niveau des côtes. Et je me rappelle que ça me faisait un mal parce que ça frottait souvent, ça tapait sur les côtes. Et ça me faisait super mal. Il faut changer les batteries, il faut gérer la mémoire. En fait, c'est vraiment des contraintes en plus qu'on n'a pas forcément envie de gérer sur une diagonale des fous. Donc heureusement que je ne l'ai pas faite la première année parce que je pense que ça m'aurait peut-être découragé un peu. Et quels étaient les éléments prévus ou imprévus que tu aurais pu anticiper, tu penses, avant la course, dans ces moments difficiles, voire très très difficiles, où est-ce que tu allais puiser ta force mentale? Quand je préparais cette course-là, j'essayais vraiment de tout préparer, de tout ce qui pouvait m'arriver, en fait, tous les scénarios. C'est-à-dire si je me blesse avant tel endroit, comment je gère. Si, euh, En fait, j'en ai pas parlé du tout à l'heure, mais tout ce qui est nourriture, alimentation, hydratation,
glycémie, apport de sel, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont millimétrées en fait. Prendre des cachets de sel, enfin tout ça, c'est des choses en fait qui rentrent dans la prévision de la course, etc. Mais par contre, il y a des trucs qui peuvent arriver. Exemple, mes écouteurs ne marchaient pas. Mais en vrai, c'est tout con. Mais je me rends compte à 3 heures de course. Ça fait 30 bornes que je monte. Je suis remonté depuis 30 km. J'avais temporisé un peu pour pas sortir la musique tout de suite, pour être content de l'avoir à un moment où il va être 2 heures du mat, il fait moins 5 degrés, on est dans la montagne. Les écouteurs marchent pas, gros coup mental. Et du coup, qu'est-ce que je me dis? Bah, je me dis, putain, fais chier, je vais être 2 jours sans musique, sans rien, juste à galérer tout seul dans la montagne. Mais en fait, du coup, là, ce que je me dis, c'est, putain, trop bien. Je le prends je le prends du côté positif, même si ça me faisait trop chier, je me suis dit, cool, j'ai appris. J'ai appris que la prochaine fois, j'écouterai la musique, j'essaierai mes écouteurs avant de partir. Voilà. Je l'ai pris comme ça et je l'ai relativisé. Et puis finalement, en fait, bah, c'est devenu un non-sujet. Alors que si. Et je me suis dit, bon, bah, c'est un imprévu. En fait, c'est même pas un imprévu, c'est un truc que j'aurais dû prévoir, je l'ai pas fait. Ok, tant pis. Mais pareil, les blessures, je savais très bien que si je me blessais à tel endroit, j'avais un podologue, un ostéo, un kiné à tant de kilomètres. Donc je pouvais jouer la montre jusqu'au ravitaillement pour me faire masser ou me faire strapper. Voilà. En fait, c'est tout con, mais si tu arrives à anticiper enfin, si tu anticipes la possibilité qu'il y ait un coup dur, ça devient moins dur à gérer. Il y a une règle dans le trail, c'est si t'es pas bien, il y a toujours un moment où ça ira mieux après. Donc bon. Et justement, ce genre de phrase, tu en aurais à nous partager aujourd'hui. C'est quoi tes phrases à toi? Bah ouais, celle-ci, elle aide pas mal. Hein. C'est que vraiment, c'est une réalité. Hein. Quand t'es vraiment au fond du fond, c'est que ça ira forcément mieux après. Et en fait, on s'accroche à des petites phrases comme ça pour avancer. Et puis après, il y a chacun, je pense que c'est très personnel tout ça. Chacun a ses petites techniques, ses petites phrases ou ses petites pensées qui très personnelles pour ne pas abandonner. Moi, j'en ai plein en fait. C'est pas forcément des phrases, mais c'est aussi des pensées en me disant. Il y a aussi, enfin, chacun ses moteurs en fait. Moi, je sais que ça a embarqué pas mal de gens aussi. Maintenant que je suis un peu dans ces courses-là et que j'en fais, je sais que ça serait décevoir des gens aussi de ne pas aller au bout de telle ou telle course. Et du coup, ça serait me décevoir moi aussi. Donc, il y a un pacte que je me suis fait avec moi-même qui est tant que je peux poser un pied devant l'autre, j'y vais quoi. Enfin, après, tu appliques ça un peu partout dans la vie et puis ça se passe bien. Mais je pense, de toute façon, c'est inévitable que je devrais abandonner à un moment une course, c'est sûr. Mais si je dois abandonner, j'espère que ça ne sera pas par fatigue ou quoi, mais ça sera parce que je pourrai plus avancer, quoi. Et là, vraiment, je suis passé tout proche en Arabie Saoudite, là, il y a 2 mois, hein, dans le désert. Je suis passé tout proche d'un abandon. Enfin, sur un 80 km, ça m'aurait fait mal d'abandonner parce qu'il y a un moment où j'avais plus envie, quoi. Et je me suis repris, heureusement. Et en fait, ce qui m'a sauvé, je fais une petite parenthèse là-dessus, ce qui m'a sauvé, c'est que j'étais au ravitaillement à mi-course et la personne qui était au ravitaillement, c'était une personne d'Arabie Saoudite, donc elle parlait pas anglais. Et en fait, elle a pas compris quand je lui ai demandé d'appeler l'assistance. Donc, en fait, c'est ça qui me sauve, quoi, presque. Je voulais lui demander, il comprenait pas l'anglais, donc je voulais lui demander d'appeler une voiture pour me rapatrier. Et puis en fait, bah, il a pas compris, donc bon, bah, j'ai fait vas-y, c'est pas grave, il a pas compris, c'est un signe, je continue. Finalement, j'ai fini, je termine 10e en plus du trail, donc j'ai bien fait de pas finir, j'ai bien fait de pas abandonner. Carrément. Tout à l'heure, on parlait d'un sujet hyper intéressant, la visualisation. Tu me disais que lors de la préparation, souvent, tu essayais de visualiser au maximum l'ensemble des difficultés que tu pourrais rencontrer au cours du parcours. Tu pourrais nous en dire un peu plus? Ouais, tout à fait. En fait, quand on se lance sur une course comme ça, on sait très bien qu'on va se faire mal, on sait très bien qu'il y aura des moments très très bas et des moments qui seront mieux. Donc en fait, il faut s'y préparer. C'est une évidence en fait. C'est une évidence qu'il y aura des blessures, il y aura pas des blessures forcément, mais il y aura des douleurs. Et en fait, quand on se retrouve dans ces moments-là pendant les compétitions, on a très vite tendance à tout voir en noir et c'est là où les abandons en fait tombent généralement parce que bah, on commence à paniquer, on commence à se dire bon bah si j'ai mal maintenant, il me reste beaucoup à faire. Donc tout ça, faut préparer. Il faut préparer tous les cas de figure pour n'avoir à ne gérer que ce qui ne pouvait pas être prévisible en fait. Et du coup, bah, il y a des petites méthodes que moi je me suis imposées à moi-même pour la douleur ou pour tous ces moments de panique que je peux avoir. Par exemple, pour la douleur, il y a un truc que je fais, c'est que dès que je commence à ressentir une douleur, j'essaie de visualiser la douleur physiquement dans mon corps.
Exemple, si j'ai mal, je sais pas, au genou, j'essaie de visualiser précisément où ça me fait mal. Je matérialise cette petite douleur. Et en fait, juste avec ma tête, j'essaie de l'enlever, d'arracher cette douleur et de la déposer quelque part. Ça peut paraître tout bête, mais c'est une façon en fait avec sa tête de contrôler la douleur. Alors après, ça marche pas, ça dépend à quel point on y croit sur le moment, mais je sais que ça a déjà fait ses preuves, et mine de rien, le fait de faire l'exercice, ça fait gagner du temps. Donc il y a ce truc-là. Et un autre truc aussi, ouais, en effet, c'est ce que je disais, parfois on peut se retrouver vraiment mal en sachant tout ce qui va nous arriver derrière, les grosses difficultés qui nous attendent, et du coup, en fait, c'est un peu le principe de la faille psychologique. La faille psychologique, en fait, c'est un peu comme quand on est bloqué dans un embouteillage et qu'on a envie de faire pipi. En fait, on peut se retenir parce qu'on sait qu'on n'a pas le choix. Et c'est au moment où on va arriver devant la porte de chez soi avec les clés dans la main qu'on se dit ah bah ça y est là, je peux plus me retenir, c'est mort là. Mais en fait, c'est ça la faille psychologique, c'est le moment où en fait la petite brèche qui nous a fait résister pendant tout l'embouteillage, elle va s'entrouvrir et là il y a toutes les pensées négatives qui vont s'accompagner. Donc en fait, pendant les courses, moi j'essaie de fermer cette faille au maximum et je me rappelle souvent avoir bétonné, faire des murs en béton, mais visuels avec ma tête, juste avec ma tête. Puis voilà, en fait, ça fonctionne. Après, chacun sa technique, mais ça, c'est un bon moyen c'est un bon moyen de résister. Je suis persuadée que le sport a souvent une dimension thérapeutique et je voulais en parler avec toi parce que je trouve que c'est un sujet assez intéressant. Est-ce que tu penses que cette énergie que tu as aujourd'hui et cette envie et ce besoin de souvent te surpasser et te dépasser est finalement le résultat d'un cercle vertueux qui est lié au sport? On peut régler toutes ces questions de santé mentale via d'autres moyens. On peut régler des problèmes physiques via d'autres moyens. Le sport, ça permet de faire les deux. Donc du coup, je crois vraiment en les vertus du sport et je trouve que c'est hyper important. Enfin, une fois que tu as mis le pied à l'étrier et que tu te rends compte de ces bienfaits-là, bah évidemment que tu n'as pas envie d'en sortir parce que ça te maintient en forme, ça maintient ta santé mentale de façon hyper équilibrée. Et donc, évidemment, qu'une fois que tu as mis le pied à l'étrier, tu n'as pas du tout envie de sortir de ce truc-là. Est-ce que tu penses finalement aujourd'hui que tu es plus fort mentalement suite à toutes ces courses et ces épreuves que tu as endurées? Quand on se retrouve sur une course comme ça pendant 2 jours, on se retrouve tout seul. La plupart du temps, cette année, là, j'étais tout seul quasiment toute la course. Enfin, vraiment, j'ai croisé peu de gens parce que j'étais dans la première partie de la course, donc c'est assez espacé devant. Et en fait, on est tout seul dans la montagne, dans l'effort, et on se retrouve seul face aussi à toutes ces choses qu'on veut pas affronter en fait dans la vie de tous les jours et qu'on fuit en allant voir des gens. Et c'est là où ça devient compliqué, c'est que en fait, il y a un gros passage où on se remet en question, où on a le temps de penser à tout ça. Et d'ailleurs, moi, je fais un truc pendant les courses, c'est que j'ai une playlist de 1000 chansons à peu près, qui correspondent à toutes les chansons qui ont traversé les époques de ma vie. C'est-à-dire celles que j'écoutais quand j'étais en primaire, celles que mes parents écoutaient dans la voiture, ce qui fait que ça ouvre des portes de souvenirs. Quand je tombe dessus en lecture aléatoire, ben, je sais que cette chanson, elle est associée à telle époque, ou alors tel trajet en voiture que j'ai fait avec mes parents, et en fait, bah, du coup, ça ouvre des portes de souvenirs. C'était une parenthèse. Enfin, c'est horrible ce que je veux dire, mais je me déteste et je m'entends le dire déjà. Mais je trouve que le trail, c'est un peu l'école de la vie dans le sens où c'est des montées et des descentes et il faut tenir sur la longueur et il y aura toujours des coups durs et des moments où c'est bien, mais à la fin, ça en vaudra la peine. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que je trouve intéressant cette discipline, bien que ce soit pas une passion profonde. C'est qu'en fait, bah, c'est vraiment la vie, quoi. C'est vraiment ce qu'on vit dans la vie. Dans la vie, parfois, ça va très bien, parfois, ça va très mal, mais mine de rien, il faut tenir. Et puis je suis certain qu'in fine, en regardant derrière, la balade, elle en vaudra la peine, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, j'ai l'impression que il n'y a rien que je ne puisse surmonter, vraiment. Après, il y a des choses qui me sont pas encore arrivées, tu vois. J'ai de la chance d'avoir encore mes 2 parents, voilà, j'ai perdu personne de très très proche dans ma famille. Donc, ce qui fait que j'ai pas encore connu ces douleurs-là et ces épreuves-là à gérer. En revanche, il y a beaucoup de coups durs qui me sont arrivés à mon échelle, évidemment, tu vois. Donc, quand je dis mon échelle, c'est que ça se passe plutôt bien pour moi. J'ai une situation qui est relativement stable, mais j'ai quand même des coups durs qui sont durs à mon échelle. Et en fait, aujourd'hui, je les prends avec beaucoup plus de recul et je sais que j'ai une capacité à surmonter des épreuves juste avec ma tête, et grâce à ça, hein. Donc,
Donc en vrai, ouais, c'était une très très bonne façon de se forger le mental. Quand tu arrives à pousser aussi loin tes limites physiquement et mentalement sur une épreuve 2 fois de suite, en vrai, tu prends la confiance de ça en fait. Sans, c'est pas que tu te forges un mental, c'est que tu prends beaucoup de confiance en toi euh, et à ta capacité à gérer ces épreuves-là. Il y a une phrase que tu as dit tout à l'heure qui m'a interpellée. Tu as dit que tu n'étais pas un coureur à la base. Pourtant, aujourd'hui, j'ai l'impression que la course prend une place hyper importante dans ton univers sportif. Quand on y réfléchit bien, quels sont les sports dans lesquels on peut se permettre... En fait, quels sont les sports qui sont on va dire le haut niveau, et je mets des gros guillemets sur le haut niveau, est accessible. En fait, il y en a pas tant que ça, quoi. Quand je dis le haut niveau, c'est quand on se lance sur la Diagonale des Fous, on est avec ou alors un UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. En fait, on se lance sur la ligne avec à nos côtés le champion du monde, la championne du monde, en fait tout le gratin et toutes les stars, quoi, toutes les stars de la discipline. Et il n'y a aucun autre sport dans le monde qui permet de faire ça. Donc si tu veux prétendre à, à- à des longues distances, enfin pas des longues distances, mais si tu veux pouvoir atteindre un haut niveau sur un sport, en fait il n'y en a pas tant que ça. La course, ça permettait de faire ça, ça permettait d'aller se lancer sur la Diagonale des Fous en étant monsieur tout le monde. Mais et je pense il y avait ce besoin-là. Après, c'est aussi une question de facilité. C'est facile la course. Une paire de baskets et tu vas courir, quoi. Quand j'étais plus jeune, je faisais plein de sports. J'ai fait du tennis, du foot. Enfin, j'ai tout fait. J'ai touché à tout. Mais bah, évidemment, et je pense que tu as connu ça aussi, quand tu arrives à Paris et que tu commences à travailler à Paris, bah, déjà tu as moins de temps. Et puis t'as pas forcément envie de faire 1 heure de métro ou 3/4 d'heure de métro pour aller au club du coin de je sais pas quoi. Donc en fait, tu prends tes baskets et tu vas courir et puis ça devient un truc, quoi. Mais pour autant, franchement, c'est pas le plaisir de la course. Franchement, courir des 10 km, des 20 km, des marathons, ça me fait pas plus plaisir que ça. Ce que j'aime bien, moi, c'est me mettre un gros challenge. En fait, c'est même pas une question de challenge, tu vois, une course comme la Diagonale des Fous, pour moi, c'est une espèce d'aventure. Tu pars d'un point et tu dois arriver à un autre, et entre les deux, tu as un chemin qui est hyper stylé et avec plein de petits pièges, quoi. Il y a un petit côté marrant de ce truc-là, tu vois. Tu dois passer tel cap, tu dois passer telle montagne, il y a telle descente qui est redoutable, tu as 6 heures d'ascension à cet endroit-là. Enfin, en fait, pour moi, c'est un enchaînement de choses qui font que c'est rigolo. C'est pas forcément, et du coup, c'est pas du tout plaisir de courir, quoi. Je pense qu'il y a 2 catégories de gens qui courent, enfin, qui font du trail et qui courent. Tu as ceux qui sont passionnés depuis le départ et qui sont nés en montagne ou dans un environnement qui favorisait ça. Et il y a ceux qui le deviennent parce qu'on est des gens qui évoluent dans des milieux urbains avec beaucoup de béton, la pollution, des voitures, du bruit, et que le corps, il y a une espèce de retour à la nature il y a une espèce d'appel du corps pour revenir à la nature. Et je pense il y a vraiment ces 2 catégories-là. Et moi, du coup, je serais plus de cette deuxième catégorie où, à force d'être tout le temps dans un bureau, tout le temps dans des grandes villes ou quoi, j'ai eu besoin, à mon avis, à un moment, de retourner en forêt, je crois, tu vois. Et alors, quel est ton prochain challenge que tu t'es fixé? Tu m'as parlé du Tour du Mont Blanc. Pourquoi ce trail et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur lui? Alors, l'UTMB, le Trail du Mont Blanc, c'est la jumelle de la Diagonale des Fous. C'est le même profil. Je pense elle a une notoriété qui est un peu plus importante que la Diagonale des Fous. Euh, Parce que c'est vraiment celle où, ben, la Diagonale des Fous, il y a quand même, on va dire que c'est un cercle qui est européen, et les élites de tous les pays, mais vraiment c'est quelque chose qui est assez français et européen. L'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est vraiment international. T'as vraiment tout le monde qui vient là, quoi. Et il y a beaucoup plus de demandes, il y a beaucoup moins de place. Enfin, après, c'est pas les mêmes moyens non plus, hein. C'est la course la plus visible. Je sais plus combien de médias qui sont là, de chaînes de télé. Enfin, la course est en direct. Enfin, c'est vraiment un truc énorme, quoi. Donc, bah, c'est vraiment la jumelle. C'est 170 km, 10 000 mètres de dénivelé. Le terrain est un peu différent, donc c'est pas aussi accidenté que la Réunion. Bah, c'est un peu moins, on va dire, un peu moins exigeant techniquement. Après, bah, ça reste 10 000 mètres à faire en dénivelé et une distance qui est très longue. Mais du coup, bah ouais, c'est ça mon prochain objectif parce que c'est pas encore annulé et je touche du bois vraiment pour que ça le soit pas. Malgré ma préparation qui est proche d'être, enfin, c'est vraiment désastreux là. J'ai un projet qui devait sortir au mois d'avril, un très très gros projet sur lequel je travaille depuis 3 mois, auquel je peux pas vraiment parler.
Mais c'était un super projet qui devait sortir au mois d'avril et qui sortira donc plus tard, malheureusement, parce qu'il reste des choses que j'ai pas tournées. Et donc, du coup, bah, on en saura plus dans quelques mois. Et puis bah ouais, j'avais un programme de vidéos super cool, j'avais des courses un peu partout. J'étais en train de voir pour partir en Islande et en Norvège aussi, pour faire 2 courses là-bas. Enfin voilà, donc j'avais prévu, on va dire, une course par mois jusqu'au Mont Blanc, et puis voir comment ça se passait après. Et puis bah après, l'autre objectif, donc ça sera forcément de faire le Mont Blanc, et ça sera de refaire une 3e diagonale des fous, parce que 2, ça m'énerve un peu. Franchement, 2, ça m'énerve un petit peu. J'aimerais bien faire 3. 3, c'est bien, je trouve. Bon, et cette fois-ci, pour la 3e diagonale des fous, ce serait quoi l'extension, le petit truc en plus qu'ont pas eu la première et la deuxième? Je pense que la 3e, ça serait plus. Je sais pas si je la refilmerais, peut-être. Mais je pense que si je fais une 3e, ça serait vraiment d'essayer de faire un chrono qui est encore mieux, quoi. Donc j'aimerais bien passer sous les 40 heures. Ce qui. Je crois que tu es dans le top 200 à ce moment-là. Donc j'aimerais bien. Je pense que j'avais presque les capacités de le faire cette année si je m'étais pas blessé, parce que j'étais dans les 300 premiers assez vite, et je remontais beaucoup de gens à ce moment-là. Et sans la blessure, je pense que j'aurais pu, mais bon, après, ça fait partie de la préparation. La blessure, c'est que j'étais pas assez prêt. Mais ouais, en fait, ouais, j'aimerais bien faire un meilleur chrono, mais du coup, là, c'est même pas. C'est d'autres motivations, en fait. Le chrono, c'était pas une question sur les 2 premières, mais un petit peu plus sur la deuxième. Mais du coup, là, en fait, je sais pas si. Peut-être que je le referai pour la même association, parce que ça n'engage à rien et ça fait de la visibilité pour eux, et tant mieux. Mais je pense que là, j'ai beaucoup réfléchi. La motivation, ça sera le chrono, je pense. Complètement. Et une dernière question, est-ce que tu aurais un message que tu aimerais faire passer à travers ce podcast pour toutes les personnes qui aimeraient se lancer et aimeraient se sentir boostées? Si par exemple tu imagines une personne qui est sur un plongeoir, qui a envie de sauter mais qui a peur, quel mot, quelle phrase tu lui conseillerais et tu lui dirais? Moi, je déteste vraiment me mettre en donneur de leçons, parce que je pense que je suis pas assez légitime pour ça. Mais après, enfin, je vais parler au prisme de mon expérience personnelle et reprendre ton exemple de plongeur. En fait, au moment où on est sur le plongeoir, je pense qu'il faut se poser la question de: est-ce que tu vas plus regretter d'avoir sauté, ou est-ce que tu vas plus regretter de ne pas l'avoir fait? Et quelle est la seule façon de le savoir? En fait, une fois que tu te poses cette question-là, la réponse elle est évidente. Donc voilà, c'est le seul conseil que je peux donner. Trop cool. Bah, merci beaucoup en tout cas Thibaut, c'était c'était passionnant, c'était hyper plaisant d'échanger avec toi. Tu as plein de choses à dire et des choses qui donnent envie de se bouger et d'enclencher plein d'actions pour de nouveaux challenges. Je trouve que c'est hyper intéressant les profils de sportifs parce que vous avez une niaque innée, enfin non justement qui n'est pas innée mais qui s'est forgée au cours du temps, au cours des courses, au cours des challenges, etc. Et cette envie de toujours plus, parfois ça peut un peu nous échapper parce qu'on se dit mais pourquoi s'infliger ça? Mais en fait je pense que c'est une force que vous avez et vous l'exploitez dans plein de domaines aussi pro que perso, etc. Merci beaucoup en tout cas Thibaut. Avec grand plaisir, et puis je te souhaite beaucoup, beaucoup de courage et de bonne chance pour cette nouvelle chaîne de podcast. Je trouve ça très courageux de ta part de te lancer, donc c'est très très bien. Bravo. J'espère que ce premier podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à faire connaître Agoyamam à vos proches et à votre entourage. Et je vous dis à très vite pour un prochain podcast.